Bienvenue sur Oser, le podcast de l'engagement pour un monde durable. Je m'appelle Jean-Philippe Descas, citoyen engagé pour l'émergence d'un nouveau modèle de société, respectueux des limites physiques de notre planète, plus juste et plus solidaire. Dans Oser, je reçois des professionnels engagés qui racontent leur parcours, partagent leurs connaissances et expliquent les enjeux de l'urgence sociale et écologique que nous vivons. Ils nous donnent des pistes pour nous engager à notre tour, enfermer notre déni au placard et faire notre part dans la construction d'un monde durable. À travers ce podcast, mon ambition est de sensibiliser les citoyens à l'urgence d'agir, dès maintenant, pour changer de paradigme de société. Je souhaite aussi participer à faire rêver les gens à un autre monde, en interrogeant l'univers des possibles, et notamment la racine des normes que l'on considère aller de soi. Je veux questionner les valeurs de notre société et en proposer de nouvelles, qui soient respectueuses de l'humain et du vivant de manière générale. Si vous partagez ce désir avec moi, vous pouvez m'aider en parlant de ce podcast à votre entourage, sur les réseaux sociaux et en laissant une note et un commentaire sur Apple Podcast. Allez, bonne écoute. Bonjour Timothée Paric. Salut Jean-Philippe. Merci de venir sur Oser pour parler de décroissance et plus précisément d'entreprise et décroissance et de la place des entreprises dans une économie en décroissance. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie? D'accord, je suis économiste, spécialisé en économie écologique et j'ai écrit une thèse de 2016 à 2020 sur le sujet de la décroissance qui s'intitule The Political Economy of Degrowth. J'ai écrit cette thèse entre la France et la Suède. Et puis maintenant, depuis la fin de la thèse, j'ai pris une année sabbatique pour écrire un livre en français sur le sujet qui sortira l'année prochaine. Et là, je suis retourné à l'université de Lund, dans l'ouest de la Suède, pour un postdoc, pour faire des recherches dans un projet qui s'appelle Post-Growth Welfare Systems, où je vais regarder plus précisément le lien entre décroissance et financement des budgets publics. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est que la décroissance, justement, toi qui es un expert de ce sujet, et notamment ce que c'est qu'une économie en décroissance? Ok. Alors là, je vais peut-être faire un détour, un petit détour important pour vraiment comprendre la différence entre une économie en croissance et une économie en décroissance, et une économie de croissance et une économie de décroissance. Donc déjà, ça commence vraiment par comprendre ce qu'est la croissance. C'est fondamental pour éviter de tomber dans plusieurs malentendus qui hantent le concept de décroissance depuis son apparition au début des années 2000. Alors quand on parle d'une économie en croissance, c'est une économie où le PIB, produit intérieur brut, augmente. Le PIB, c'est notre indicateur macroéconomique qu'on utilise pour estimer ce qui est produit dans la sphère de marché au fil d'une année. Donc, il faut imaginer le PIB comme une espèce d'énorme calculatrice qui vient additionner tout ce qu'un pays produit. Et il faut faire attention là déjà, parce que produit ne veut pas dire richesse. Le PIB, c'est un flux, c'est pas un stock. Donc, on mesure en gros une espèce d'agitation économique pendant une année. Le contraire d'une économie en croissance, c'est une économie en récession. C'est-à-dire que c'est une économie où on peut observer une baisse du produit intérieur brut. Donc, au lieu de voir de plus en plus d'agitation économique, en fait, on en voit de moins en moins. Alors, jusqu'ici, la différence entre une économie en croissance et une économie en récession, on ne sait pas vraiment si c'est bien ou si c'est mal. On a des associations, notre imaginaire collectif voudrait nous dire qu'une économie en croissance, c'est mieux qu'une économie en récession, mais quand on comprend un petit peu comment on calcule le PIB, et vu que le PIB par design ne fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables, on ne sait pas trop si l'économie elle va s'injecter dans des secteurs qui viennent contribuer au bien-être, ou si pareillement ça va dans d'autres secteurs, comme par exemple on s'active à éteindre des feux de forêt, ce qui ne vient pas vraiment créer de la richesse. On aurait tous préféré ne pas avoir de feux de forêt, donc ne pas avoir à perdre notre temps à éteindre des feux de forêt. Donc ça, c'est la différence déjà qu'il faut poser directement entre la croissance mesurée par le PIB et le progrès en général. Donc là, c'est l'économie en croissance. Mais qu'est-ce que c'est une économie de croissance? Là, c'est déjà quelque chose de différent parce qu'une économie de croissance, c'est une économie organisée autour de la croissance. Alors là, on parle d'architecture économique, on parle des institutions, dont les entreprises, qui sont désignées principalement pour l'objectif de la croissance du PIB, des bénéfices, du pouvoir d'achat,
de plein d'autres manières dont on verra qu'on peut mesurer l'enrichissement financier. Et là, j'ai trouvé une petite citation sur le site du ministère de l'économie, qui est d'ailleurs l'ouverture. Si tu vas sur le site du ministère de l'économie, sur la rubrique La croissance, ça s'ouvre sur cette phrase: La croissance est la quête perpétuelle des politiques économiques. Elle est indispensable pour faire face à bon nombre de problèmes économiques et sociaux, celui du chômage en premier. Donc là, la croissance, la quête perpétuelle des politiques économiques, cette phrase, elle capture exactement moi ce que j'ai appelé l'idéologie de la croissance dans ma thèse, mais ici le fait que nous avons designé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale nos économies pour qu'elles puissent croître. Donc structurellement, une économie de croissance, c'est une économie qui est designée pour qu'elle puisse croître. Alors, maintenant on a vu ce que c'était que la croissance, on passe à la décroissance. La définition que j'en donne, c'est la suivante. La décroissance, c'est la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités, tout en améliorant la qualité de vie. Alors là, tout de suite, il y a plusieurs aspects importants dans cette définition. Si on veut vraiment la réduire au minimum, la décroissance, c'est la réduction de la production et de la consommation. Mais il faut se poser la question, pourquoi aurait-on besoin de décroître? D'où est-ce que ça vient? Là, les trois réponses qu'on voit le plus souvent dans la littérature, et là je parle dans le contexte d'un pays comme la France, parce que la définition vient vraiment mettre le doigt sur les pays riches qui devraient décroître, c'est que la poursuite de la croissance est écologiquement insoutenable, socialement insupportable et politiquement inutile. Donc là, un petit mot sur chacune de ces réponses. La première réponse pour laquelle on devrait abandonner la poursuite de la croissance dans un pays comme la France, c'est qu'on n'arrive pas à la verdir. Ou du moins pas assez. On voit bien aujourd'hui, il y a eu la COP26 ce week-end. Le GIEC nous dit nous devons réduire nos émissions de tel nombre. Nous pouvons regarder depuis les 20 dernières années les efforts qui ont été faits en termes de ce qu'on appelle le découplage, c'est-à-dire essayer de déconnecter la croissance du PIB et les pressions environnementales, et on se rend compte qu'on est très, 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 très loin de l'objectif. Donc, il faut faire quelque chose de plus. Ce quelque chose de plus, ça peut être la réduction des productions et des consommations les plus intenses en pression environnementale. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, c'est parce qu'il y a des limites sociales à la croissance. Alors là, on oublie un petit peu l'aspect environnemental et on se dit, la croissance, c'est une agitation économique. Une agitation économique, ça demande du temps. Et du temps, c'est aussi une ressource limitée. Il n'y en a que 24 heures par jour et encore moins si on prend en compte les besoins biologiques et les besoins sociologiques, toutes les choses qu'il faut faire en dehors de l'économie. Et donc, avoir une économie qui s'active sans cesse, et au bout d'un moment, ça peut mettre pression sur des systèmes sociaux qui, eux, ont besoin de temps pour se renouveler, pour se reposer, pour se développer. La troisième réponse qui pourrait nous justifier l'abandon de la croissance dans un pays comme la France, c'est que la croissance est devenue inutile. Alors là, c'est un grand mot, mais moi, j'aime bien parler de la futilité de la croissance parce que la croissance dans un pays comme la France aujourd'hui, c'est-à-dire appuyer sur le bouton plus de PIB, n'éradique pas la pauvreté, ne réduit pas les inégalités, ses effets sur les emplois sont très décevants et ne garantit pas le bien-être. Ça, c'est le découplage qu'on a observé les dernières décennies, c'est le découplage entre le PIB et toutes les mesures de bien-être. Non seulement le bonheur, les bien-être subjectifs, mais aussi l'espérance de vie, la santé, les réussites scolaires, la participation politique, la convivialité, toutes les façons dont tu peux avoir de mesurer le bien-être ont perdu leur corrélation avec le PIB. Donc faire augmenter le PIB aujourd'hui, ce n'est pas une politique de bien-être. Donc là, c'était un grand détour, mais ça permet de mieux comprendre qu'une économie en décroissance, ça serait donc une économie qui, pour ces trois raisons, se serait rendu compte que la poursuite de la croissance n'est plus soutenable, supportable et utile, et donc qui se serait lancé dans une réduction planifiée et démocratique. Je ne répète pas la définition, mais on comprend bien. Et là, ça me permet de faire une deuxième petite subtilité, de la même manière que j'avais fait la différence entre une économie en croissance et une économie de croissance. Là, on fait la différence entre une économie en décroissance qui s'est lancée dans cette espèce de grande transition et une économie de la décroissance. Parce que c'était ta question à la base de me demander de définir l'économie de la décroissance. Donc maintenant, tu peux regretter d'avoir posé cette question parce que la réponse est extrêmement longue, mais c'est de ta faute. Et donc là, je réponds enfin. Une économie de la décroissance, c'est une économie organisée en termes d'architecture, donc les institutions économiques, les entreprises, les comportements de consommation, les lois, la structure des marchés, tout ça. Une économie organisée autour des valeurs et des principes associés à la décroissance. Donc on pourrait dire, pour aller vite, un espèce de projet de société,
un petit peu comme le développement durable ou le communisme ou des choses comme ça. Donc pas seulement un phénomène, quelque chose qu'on peut observer, mais une aspiration sociétale à construire une différente économie. Alors là, bien sûr, j'ai parlé des valeurs et des principes de la décroissance. Si tu veux en entendre plus, je peux ouvrir cette section, mais pour l'instant, je m'arrête là. Non, non, c'est super. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais juste rebondir dessus pour être sûr de bien conclure sur l'économie en décroissance ou l'économie de la décroissance. En fait, si je comprends bien, c'est avant tout une économie à laquelle on a mis des objectifs qui sont juste différents de ceux de la croissance du PIB. Et des objectifs qui sont la réduction des inégalités, le respect des limites planétaires et finalement la maximisation du bonheur ou du bien-être des individus. Ah, exactement. Moi, c'est pour ça que j'aime bien parler de changement de logiciel macroéconomique. Parce que le hardware, il va pas changer. On va toujours avoir des moyens de production, on va toujours avoir du temps de travail, on va avoir des compétences, on va avoir des routes, des hôpitaux, des entreprises, des textes légaux, des constitutions. Tout ça, ça reste. Mais on va tout réorienter, réorganiser pour que le but ne soit plus la maximisation des valeurs d'échange, que ce soit le PIB, les bénéfices ou le pouvoir d'achat ou les revenus, mais la satisfaction des besoins et la poursuite du bien-être. Alors si je mets la casquette philosophie que je ne maîtrise absolument pas, mais juste pour calquer trois mots comme ça, c'est finalement une économie dans laquelle on va mettre une éthique conséquentialiste quelque part, c'est-à-dire à laquelle on va donner un objectif qui est défini par une valeur, cette valeur étant le bien-être, la réduction des inégalités. Alors c'est ça. Et dans ma thèse, j'ai aussi fait un petit peu de philosophie en amateur dans le chapitre 6, où justement j'essayais de définir quelles sont les valeurs de la décroissance. Et je suis tombé sur trois valeurs qui sont celles de l'autonomie, la suffisance et la sollicitude. Bon, j'en parle très rapidement. L'autonomie, c'est cette idée d'émancipation et de démocratie radicale, c'est-à-dire que aujourd'hui, on se retrouve un petit peu prisonnier du fonctionnement des marchés, où on doit agir pour suivre un petit peu ce qui se fait sur des marchés. Là, le but de la décroissance, si on veut que notre économie vienne s'axer sur le bien-être, eh ben, c'est de réenchasser l'économie dans des objectifs sociaux. Ça, c'est le premier aspect. La suffisance, aujourd'hui, on a une économie de l'illimité, c'est-à-dire que le but, il n'y a pas de seuil de satisfaction. Il faut avoir plus de bénéfices, plus de PIB, plus de revenus, et ça augmente à l'infini de manière exponentielle. La suffisance, c'est de se dire que le bien-être est une question de seuil de satisfaction. Il faut pouvoir avoir assez de médicaments pour être en bonne santé, assez de nourriture pour avoir un régime équilibré, assez de logements pour pouvoir être bien logé, ces choses-là. Et donc que la croissance ou l'activité économique en général est une façon d'atteindre ces seuils de satisfaction des besoins. Mais bien sûr, une fois qu'on les a atteints, il n'y a plus besoin de continuer à s'activer et de gâcher toutes nos ressources, notre énergie et notre temps. On peut retourner à une économie stationnaire. Donc les activités économiques viennent fluctuer en fonction du changement des besoins. C'est l'idée de la suffisance. Et dans cette idée de la suffisance aussi de se dire qu'il y a une redistribution importante des richesses qui est nécessaire aujourd'hui pour qu'on puisse tous satisfaire nos besoins sans exploser les limites planétaires qui mettent la biosphère à mal. Parce qu'aujourd'hui, c'est le cas, on a une concentration des pressions environnementales qui sont corrélées avec les revenus. Donc, hashtag, pour le dire très rapidement, après le titre du livre d'Hervé Kampf, ce sont les riches qui détruisent la planète. Donc, si on veut que tout le monde puisse satisfaire leurs besoins sans que collectivement, macroéconomiquement, on vienne passer au-dessus de limites dangereuses pour l'environnement, eh ben, il va falloir mieux partager les richesses. C'est la deuxième valeur de la suffisance. Et la troisième, c'est la sollicitude. C'est une éthique de la non-violence et de la non-exploitation, de la solidarité, ou même on pourrait dire une éthique du care aujourd'hui. Et ça, on pourra en parler un petit peu. C'est comme ça que j'essaie de montrer que si on essaie de repenser le système économique qui serait lui-même réenchâssé dans une valeur de non-violence, de non-exploitation et de solidarité, en fait, on se retrouverait avec des institutions beaucoup moins dangereuses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les communautés. Alors, j'ai juste une question pour rebondir sur ce que tu disais au niveau des besoins. Je pense que souvent, c'est quelque chose qui est assez difficile à comprendre pour les gens, la satisfaction des besoins, parce qu'on a l'impression que les besoins sont subjectifs. C'est-à-dire, ah, mais moi, mon besoin, c'est par exemple de pouvoir commander en ligne en 15 minutes un paquet de chips et une bouteille de whisky au centre de Paris. Est-ce que tu pourrais peut-être définir justement ce que c'est qu'un besoin et comment est-ce que les besoins sont des choses qui sont purement objectives en fait et où aujourd'hui scientifiquement on sait définir en fait des besoins
pour les individus par rapport en fait à des besoins qui sont physiques, sociaux ou autres, mais qui sont quelque chose de l'ordre de la science et non pas en fait de la subjectivité des individus. C'est un point crucial. Et moi, il y a un cadre analytique qui m'aide beaucoup à penser cette question, c'est la matrice des besoins fondamentaux d'un philosophe économiste qui s'appelle Manfred Max Neef. Je vous invite à les regarder. Et quand vous regardez cette matrice, en fait, ce qu'il nous dit Manfred Max Neef, c'est qu'on a des besoins humains qui sont universels. Lui, il en a 9 dans sa matrice. C'est par exemple le besoin d'identité, de liberté, de subsistance, de protection, d'affection. Donc ça, tous les humains sur la planète ont ces besoins. D'accord? Après, ce qu'il nous dit Manfred Max Neef, c'est si on a les besoins qui sont assez abstraits, sont universels, la façon de les satisfaire, ça, c'est subjectif et contextuel. Donc peut-être, toi, pour ton besoin de liberté, tu as besoin de prendre l'avion pour aller dans un autre pays, alors qu'une autre personne, son besoin de liberté, ça pourrait être tout simplement de n'être pas arrêté par la police. Ça dépend vraiment contextuellement. Donc là, Manfred Max Neef introduit un concept très important qu'il appelle ça des satisfaisants, satisfier en anglais. Donc la question aujourd'hui, c'est d'identifier les besoins qui sont objectifs et ensuite se demander quels satisfiers, quels sont les satisfaisants qu'on utilise pour satisfaire ces besoins. Est-ce qu'il y a des satisfaisants qui sont mieux que les autres, qui sont plus ou moins justes? Donc là, on reste quand même dans l'aspect éthique de l'économie, de se dire que si on ne peut pas tous prendre l'avion sans détériorer le climat, satisfaire nos besoins de liberté à travers l'avion, ça va forcément être un satisfaisant qui va créer des disparités, des inégalités, et donc au final, la satisfaction des besoins de certains va venir aux dépens de la capacité d'autres personnes à satisfaire leurs besoins. Donc on peut commencer à se poser ces grandes questions. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec cette matrice, c'est comme tu le disais très bien, ça nous permet de réimaginer un petit peu l'économie en se disant, en fait, on a plein de manières historiques et qui restent à imaginer, culturelles, de satisfaire nos besoins. Et donc, on peut constamment innover et repenser, venir critiquer un peu la relation qu'on a avec nos besoins. Ça, c'est la décroissance. Il ne faut pas oublier qu'historiquement, c'est venu d'une critique du consumérisme et de la publicité, qui était critiquée comme une façon en fait de créer des faux besoins. Et c'est ce que fait la publicité aujourd'hui. Et donc de se dire qu'à travers retrouver une certaine autonomie vis-à-vis de sa consommation, commencer à se poser cette belle question qui avait été proposée par la Convention citoyenne pour le climat, d'afficher pendant les publicités la mention « En avez-vous vraiment besoin ?» La surconsommation due à la planète. Cette question très socratique « En avez-vous vraiment besoin ?» C'est vraiment clé aujourd'hui parce qu'à chaque fois que je me retrouve à consommer un truc « Oh tiens, j'ai envie d'une nouvelle paire de chaussures » ou « J'ai envie de changer mon téléphone », de se demander pourquoi est-ce que j'ai envie de changer mon téléphone. Est-ce que changer mon téléphone aujourd'hui va me permettre de satisfaire un besoin humain fondamental? Et là, on se rend compte, non, en fait, je change mon téléphone parce que peut-être le mien, il ne l'est pas assez vite, mais ça, c'est rien à voir avec mon besoin. C'est lié à l'obsolescence programmée des gens qui l'ont construit. Ou peut-être que j'ai envie de changer mon téléphone parce que je me rends compte que j'ai l'impression qu'il est désuet par rapport aux autres autour de moi qui ont un autre téléphone et c'est un problème de prestige. Et peut-être que je peux aussi me rendre compte qu'il y a d'autres manières de mieux satisfaire ce besoin que d'acheter un nouveau téléphone. Et là, c'est un argument, on pourrait y retourner, de la philosophe anglaise Kate Soper dans son dernier livre l'année dernière qu'elle a appelé Post-Growth Living, où elle décrit un concept d'hédonisme alternatif, où elle nous explique en fait que le matérialisme, c'est-à-dire que la façon de satisfaire les besoins dans les pays capitalistes que nous habitons est une très pauvre façon de garantir le bien-être sur le long terme. Et que des tactiques comme la simplicité volontaire et le minimalisme, où en fait on essaie de minimiser l'apport des biens matériels et des possessions et se concentrer vraiment sur d'autres choses, d'autres sources de plaisir immatériels, intellectuels, spirituels, relationnels, et ça, les sociologues nous disent que c'est une meilleure stratégie sur le long terme pour garantir notre bien-être. Donc la décroissance, ce serait un petit peu cette grande transition sur l'aspect de la consommation, où on va dire découpler le bien-être de la consommation de marchandises, de possessions, toutes ces choses qui nous demandent énormément de temps non seulement à produire, mais aussi pour gagner le pouvoir d'achat qui nous permettra de les acheter. J'en viens maintenant du coup à la relation avec les entreprises, parce qu'après avoir dit tout ça, on se demande, ok, mais dans ce cas-là, quelle est vraiment l'utilité des entreprises dans une économie en décroissance? Est-ce qu'il y a même une place pour des entreprises? Alors là, moi j'adore cette question. Mais encore, je vais devoir faire un tout petit contexte pour pas enfermer cette question dans quel sera le rôle des entreprises privées
dans la transition écologique. Je pense qu'il faut étendre un petit peu. Et je peux commencer par diviser entre deux questions distinctes. Quand on parle vraiment des entreprises, on parle de la production. Alors ça, c'est une catégorie en économie politique qui est quand même beaucoup plus globale. C'est-à-dire que la production n'a pas toujours été organisée à travers des entreprises. Et au fil de l'histoire, et quand on compare un pays à un autre, et ben les entreprises, elles prennent des formes très différentes. Et donc là, il faut diviser en deux questions. La première question, c'est comment organiser la production dans une économie de décroissance, avant même de parler d'entreprise. Et là, je vais en discuter un petit peu. Et ensuite, la deuxième question, qui est moins théorique, plus pratique, c'est comment préparer les entreprises à une économie en décroissance. Donc les entreprises qu'on a aujourd'hui, comment les adapter, quelles sont les entreprises, les modèles juridiques qui sont plus enclins à nous permettre de faire cette décroissance, les autres qui vont opposer une résistance. Donc là, mais avant, j'ai quand même envie de faire quelques commentaires sur cette grande question de la production parce que je pense que ça va nous nourrir et nous aider un petit peu ensuite à discuter des entreprises de manière pratique. Et Alors Timothée, juste je me permets de t'interrompre pour aller peut-être encore un peu plus loin à la racine de cette question. Tu as fait un parallèle entre entreprise et production qui en fait est pas forcément hyper clair pour moi et je pense pas pour tout le monde. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi est-ce qu'en fait entreprise et production sont intimement liés? ok, bah, moi je fais de la macroéconomie. Ça veut dire que j'essaie d'étudier, je fais de la macroéconomie et de l'économie théorique. C'est-à-dire que j'essaie de conceptualiser comment une économie fonctionne dans sa totalité. Et j'en suis venu à imaginer l'économie comme un processus en 5 phases. L'extraction, où on va chercher des ressources dans la nature. La production, on vient transformer ces ressources en quelque chose. L'allocation, la chose qui a été produite est ensuite transférée, vendue, échangée, donnée. La consommation, où ce produit est utilisé. Et ensuite, ce que j'appelais l'excrétion, c'est-à-dire que le produit n'a plus de valeur, on vient le rejeter. La plupart du temps, il revient dans la nature. Le seuil de la production, c'est-à-dire on va utiliser des ressources naturelles ou juste du temps et on va venir créer quelque chose. On va lui ajouter une valeur qui va ensuite être d'une manière ou d'une autre liée à la satisfaction des besoins dans l'économie. Alors, quand tu penses à une entreprise, c'est exactement ce que ça fait une entreprise. Ça vient essayer de créer une valeur ajoutée. C'est, on va dire, les économistes parlent d'unité de production, c'est assez abstrait, mais c'est un espèce d'endroit et un moment économique où on vient transformer quelque chose en quelque chose d'autre. Et à travers cette transformation, et bah justement, et là on va avoir bientôt cette grande discussion sur la valeur, sur qu'est-ce qui est créé, et bah on espère que ça nous permette de créer plus de valeur que si attention, la grammaire déraille complètement, que si nous ne nous étions pas organisés à travers une entreprise. Une entreprise, là pour l'instant, si on veut la définir de manière très 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 globale, c'est une association de parties prenantes qui décident en fait d'allier leurs compétences pour produire ensemble. Le contraire, en fait, une économie sans entreprise, c'est une économie où tout le monde fait de l'autoproduction. On n'organise pas la production de manière collective. Donc là, je commence très, 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 très généralement. Et ça, je peux enchaîner directement avec cette question. Ok, qui produit en France? Là, c'est une question fondamentale d'économie politique. Et là, je ne suis pas en train d'essayer de faire mon petit malin. Alors là, les gens, pour qui produit en France, bah, je ne sais pas, les 4 millions d'entreprises qui existent, on peut chercher des chiffres ou quoi. Mais là, cette question, elle est fondamentale parce qu'elle nous demande de placer ce qu'on appelle en économie la frontière de production. Alors, la frontière de production en comptabilité nationale, c'est cette espèce de limite qu'on décide de placer aléatoirement, la limite entre les choses qui sont produites, les activités qui créent de la valeur économique et les activités qui n'en créent pas. Donc, par exemple, la manière dont on vient mesurer le PIB, on décide que toi, si tu vas dans ton jardin faire pousser des tomates et ensuite tu vas les vendre au marché, tu vas créer de la valeur économique au niveau proportionnellement au prix que tu vas vendre de ces tomates, bien sûr en soustrayant leur coût de production, donc la valeur ajoutée de cette chose-là. Mais si tu vas faire exactement la même chose, produire des tomates dans ton jardin pour les manger avec ta famille, et ben là, tu n'auras pas de créer de valeur économique. Parce que ça sera au-delà, en dehors de la frontière de production. Donc là, on se rend compte tout de suite que, bon, là déjà, il y a une grande décision qui est prise, de décider que pour exactement le même phénomène, de temps en temps, ça contribue à créer de la valeur, et de temps en temps, ça contribue à ne pas créer de la valeur. Et donc, moi, je pars de cette question pour se rendre compte déjà que les entreprises ne sont pas les seules à produire. Je pense au moins à 2 autres grandes unités de production qui sont fondamentales pour le fonctionnement d'une économie. C'est les écosystèmes qui produisent des services écosystémiques
Donc la pollinisation, par exemple, hein, les abeilles ne s'organisent pas en entreprise, mais les abeilles produisent quelque chose qui est une très grande valeur, parce que c'est une très grande valeur, parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins. Là, on n'est même pas encore sur la valeur monétaire. C'est une valeur économique parce que ça nous permet de satisfaire nos besoins. Formation des sols, assainissement de l'eau, régulation du climat, les services écosystémiques, il y en a énormément. Donc, il y a tout cet aspect de la production qu'on ne calcule pas dans le PIB. Donc, on dit qu'en France, l'économie est en croissance. On pourrait, par exemple, détruire les abeilles, ce qu'on est en train de faire, et une grande partie des écosystèmes, ce qu'on est aussi en train de faire. Donc, on perd une capacité productive de fou, mais on est quand même en croissance. Donc là, déjà, on a un premier paradoxe. On peut avoir une croissance du PIB et une décroissance de la capacité productive des écosystèmes. Donc, premier problème. Mais Je reviens juste sur un petit détail pour être sûr d'avoir bien compris. Quand tu dis production, c'est production d'un bien ou d'un service pour répondre à un des besoins fondamentaux en fait, à un besoin enfin, de nos sociétés, de notre civilisation, enfin, des humains. c'est ça, tu viens créer quelque chose qui n'existait pas, un bien ou un service que quelqu'un va trouver utile pour satisfaire un besoin. Ok. Donc c'est pour l'instant très abstrait. Donc là, la pollinisation est une production parce que les abeilles doivent faire quelque chose qui n'existait pas avant, qui va créer un service qui nous permet ensuite de faire pousser des fruits qu'on peut manger pour satisfaire nos besoins. Si d'un coup les abeilles arrêtent de polliniser, et bien là, on se retrouve avec un problème en termes de satisfaction des besoins. Ça, c'est une bonne façon pour mesurer, on verra un petit peu quand on discutera de la valeur, ce qu'on appelle les valeurs d'usage, Mhm. c'est-à-dire ce qui nous permet de directement satisfaire un besoin. Si ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, si tous les gens en France aujourd'hui arrêtent de faire de la publicité, tous les gens qui travaillent dans la publicité se mettent en grève, tu compares ça avec que si tous les gens qui travaillent dans les hôpitaux se mettent en grève. Mhm. D'un côté, on va voir que la publicité, ça va faire cesser la création de valeur d'échange, mais au final, on pourra quand même continuer à vivre. D'un autre côté, la santé, ça va faire cesser les valeurs d'usage, et là, il va y avoir un problème beaucoup plus direct. Donc, je finis en donnant une deuxième catégorie, parce qu'on parle souvent des services écosystémiques, mais on oublie aussi que les communautés produisent des services, moi j'ai appelé ça des services socio-systémiques. De la même manière, donc toutes ces activités qui ne sont pas enregistrées dans le PIB, le bénévolat, la garde des enfants, les activités associatives, l'entraide, l'autoproduction, ça vient aussi participer à la satisfaction des besoins, soit de manière individuelle, soit collective, en créant de la confiance, de la compétence, de l'éducation, toutes ces choses-là, mais ce n'est pas calculé dans le PIB. Donc de la même manière, on peut avoir un PIB en hausse, mais en parallèle de ce que certains économistes ont appelé une récession sociale, c'est-à-dire une dégradation du tissu social qui, sur le long terme, vient aussi dégrader notre capacité à produire. Donc là, c'était une très grosse introduction pour nous amener vraiment à la question centrale de l'économie politique, qui est l'origine de la valeur. Et aujourd'hui, quand on va venir se poser des questions très pratiques de quelles entreprises il va falloir décroître et quelles entreprises il va falloir stimuler, si on n'a pas positionné une théorie de la valeur avant, on ne pourra pas répondre. Ok. Donc moi, là, je pense que tu peux me voir arriver avec mes grands sabots et de la manière dont j'ai défini les besoins, c'est que j'ai une théorie de la valeur qui est très axée sur les valeurs d'usage. C'est-à-dire que pour moi, ce qui a de la valeur économique, c'est ce qui permet de satisfaire des besoins, comparé à une théorie peut-être un peu plus économistique qui considérait tout ce qui vient créer de la monnaie ou de la valeur monétaire, c'est-à-dire des valeurs d'échange, c'est considéré comme ayant de la valeur. Mais derrière cette chose-là, bien sûr, il y a plein de questions qui ne sont pas résolues. D'où vient la valeur? Quelle est son origine? Est-ce qu'on tombe dans des théories marxiennes où on explique en fait la valeur fondamentalement, ça vient du temps de travail? Mhm. Est-ce qu'on tombe dans des théories d'économie écologique qui nous disent que fondamentalement la valeur vient de notre capacité à transformer les choses et donc fondamentalement à l'énergie et les matériaux disponibles? Est-ce qu'on essaye de mixer ces théories dites objectives de la valeur avec des théories néoclassiques dites subjectives qui nous expliquent que quand même une grande part de la formation de la valeur se fait en fonction des désirs de chacun, en fonction des inégalités de revenus aussi? Si tu as un marché de l'art avec des œuvres qui peuvent se vendre à des centaines de millions, ne peuvent
exister à cette valeur que parce qu'il y a des millionnaires et des milliardaires qui peuvent se permettre de les acheter. Si on vivait dans un monde complètement égal, il ne pourrait pas avoir de marché de l'art parce que personne ne pourrait se permettre de les acheter. Donc là, on voit que la valeur est une question compliquée avec une base objective, une base subjective. Et en économie, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vraiment une théorie qui permet de tout expliquer. Donc c'est quelque chose de très compliqué. Et ça nous amène à une autre question, et ça, dans une entreprise, c'est super important, c'est la relation entre la valeur et les prix. Parce que si tu es une entreprise et que tu décides, je ne sais pas, de produire des voitures ou des vélos ou ce que tu veux, tu vas avoir des coûts de production, les coûts du travail, les coûts du capital, tu vas devoir payer pour de l'énergie, des choses comme ça, pour tes locaux. Et ensuite, tu vas devoir décider de fixer un prix. Mais tu le fixes en fonction de quoi? De manière très pratique, les gens qui étudient ça nous disent, les gens, ils regardent ce que la compétition fait, ils regardent leur coût de production, ils regardent un petit peu les bénéfices qu'ils peuvent faire, ils essaient de regarder, atteindre un équilibre à partir duquel ils peuvent maximiser leurs bénéfices tout en minimisant ce risque que les consommateurs trouvent moins cher ailleurs et donc ils perdent des parts de marché. Donc on a cette fixation des prix qui en fait n'est que partiellement liée à une théorie fondamentale de la valeur et beaucoup plus liée à l'architecture de notre économie, c'est-à-dire ici des marchés compétitifs avec des entreprises à but lucratif qui se font compétition pour des parts de marché pour maximiser leurs bénéfices. Donc là déjà, ça nous ouvre le cerveau et on peut se poser la question, waouh, comment est-ce qu'on viendrait fixer un prix dans une économie où toutes les entreprises seraient à but non lucratif, basées un petit peu comme les coopératives, où on peut dire que toute l'économie serait un peu en économie sociale et solidaire. Est-ce qu'on aurait une formation des prix différente? Ça, on peut garder ces questions-là et on peut ouvrir aussi sur une pensée un peu plus générale sur la validation de la valeur. C'est-à-dire que si tu es une entreprise et je décide de vendre mon stylo à 1 milliard d'euros là maintenant, personne ne va l'acheter, personne ne va valider la valeur de ce stylo. Mais la validation de la valeur dépend aussi du pouvoir. Si Facebook, là, d'un coup, décide de dire, maintenant, pour avoir accès à Facebook, il va falloir payer 100 euros par mois, vu que Facebook est devenu une espèce d'infrastructure sociale incontournable et que Facebook est en situation de monopole, nous allons être contraints de payer ce prix. Donc là, Facebook peut imposer une validation, peut imposer une valeur sans qu'elle soit socialement validée, alors que d'autres personnes qui n'ont pas ce pouvoir doivent passer à travers des processus de marché ou des processus démocratiques. Donc là, on voit aussi que la dynamique des inégalités est fondamentale dans la formation des prix et son lien avec la valeur. Donc, je m'arrête peut-être ici, pour l'instant, sur cette question de la valeur. Ouais, très bien. Alors c'est vrai que j'avais peut-être une question encore sur la valeur parce que c'est assez fondamental, je trouve, pour essayer d'expliquer aussi d'où ça vient, en fait, cette idée de valeur. Tu parlais des valeurs d'usage, des valeurs d'échange, du fait que aujourd'hui, on a tendance à plus favoriser en fait des valeurs d'échange dans notre économie par rapport à des valeurs d'usage. Est-ce que, je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, pourquoi est-ce que c'est le cas et comment est-ce que en fait on définit une vraie valeur? Qui en fait décide d'imposer ou non la valeur? Est-ce que c'est finalement un État? Est-ce que c'est, comment est-ce que ça se passe? Alors, on a souvent l'impression qu'aujourd'hui, dans le capitalisme de marché, la valeur est fixée de manière démocratique. Mais ce n'est pas le cas. Il y a cette opposition souvent entre le capitalisme où il y a la liberté de fixation de la valeur sur les marchés, comme un espèce d'émergence spontanée de l'interaction des personnes libres et souveraines de leur comportement, et le communisme où il y a un rationnement top-down, où on décide qu'est-ce qu'il y a de la valeur, où on trace une ligne entre l'essentiel et le superflu, et on impose aux gens. Mais en fait, il y a toujours un rationnement. Il y a toujours une ligne qui est tracée entre l'essentiel et le superflu. Aujourd'hui, dans le capitalisme, c'est un rationnement par les prix. Donc là, les entreprises, par exemple, qui décident quoi produire, comment le produire et comment fixer les prix, elles vont faire leur propre rationnement, non démocratique, parce qu'elles le font à la maison. Alors, quand Facebook décide de mettre un prix ou quoi, c'est sa liberté de le faire. Ça va avoir des conséquences, mais ce n'est pas une décision qui doit être encadrée de manière démocratiquement par un État. Donc ça, c'est la première question aujourd'hui, c'est que avoir une économie de marché n'est pas un garant d'avoir une démocratie, surtout quand tu as des inégalités. On parle souvent de la démocratie du porte-monnaie, où en fait, il suffit juste de voter avec ce qu'on achète. Mais si tu gagnes un SMIC,
comparé à Jeff Bezos ou au PDG d'une entreprise du CAC 40, eh ben, ta capacité de vote, elle est quand même vachement réduite. Tu peux investir nulle part, tu peux pas acheter des choses chères, tu peux voter en gros juste, tu peux voter à Lidl, quoi, c'est tout. Donc là, déjà, c'est le premier point de se dire que peut-être, et parce que c'est comme ça que j'envisage la décroissance, moi, c'est de se dire quand on réenchasse les décisions économiques dans le politique, ça veut dire qu'on se dit que certaines décisions, par exemple quoi produire et comment le produire, devraient être au-dessus des motivations financières. C'est-à-dire que voilà, si tu es dans une entreprise et tu décides de produire quelque chose, et là, il y a quelqu'un qui dit, bon, quand même, la façon la moins chère de le produire, ça serait de défoncer un écosystème, je sais, c'est pas cool, mais bon, ça y est, on sacrifie les fonds marins, nous, c'est pas grave, on s'en met plein les poches, de toute façon, c'est pas légalisé, c'est dans les eaux internationales, tout le monde s'en fout. Là, en fait, il faudrait qu'il y ait des garde-fous qui fassent en sorte que, quelle que soit la quantité d'argent que tu puisses gagner, en défonçant les fonds marins, tu ne puisses pas le faire. Bon, ça existe déjà un petit peu, hein. Par exemple, si c'était un patrimoine mondial de l'UNESCO, je pense que ça rendrait plus difficile de venir détériorer l'écosystème. Juste un exemple. Mais après, je retombe sur ce que tu as dit, qui était quand même intéressant sur pourquoi est-ce qu'on est tellement obnubilé par la valeur d'échange, jusqu'au point où valeur d'échange est presque devenue valeur d'usage. Et ça, c'est lié en fait qu'on a marchandisé la plupart des choses qui nous permettent de satisfaire des besoins. Donc aujourd'hui, si tu fais un petit peu l'inventaire de ce dont tu as besoin pour avoir une bonne vie, tu vas devoir avoir une maison, ça veut dire payer un loyer. Tu vas devoir pouvoir te déplacer, ce qui veut dire la plupart du temps pouvoir avoir une voiture et la remplir d'essence et payer son assurance. À chaque fois que tu vas penser à une façon de satisfaire un besoin, va y avoir un prix. Et donc, forcément, les gens se disent, bah, pour mieux vivre, pour mieux satisfaire mes besoins, il faut que j'augmente mon pouvoir d'achat. Et ils ont raison. Surtout, bah, ils ont raison, surtout les gens qui ne gagnent pas assez pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Les gens qui sont déjà au-dessus des seuils de satisfaction, ils peuvent continuer à augmenter leur pouvoir d'achat, leur bien-être n'augmente pas. Ça, on le voit statistiquement dans les études sociologiques. Mais ce qui est important de noter, c'est que ça, en fait, c'est dû à une décision d'architecture économique qui est celle de marchandiser certains biens et services. Alors, un bien et service, par exemple, la mobilité, peut être plus ou moins marchandisé. Il peut être complètement marchandisé dans le sens où les voitures, aujourd'hui, par exemple, tu dois tout acheter. Tu dois tout acheter, vraiment. Tu dois acheter ta voiture, tu dois acheter ton assurance, tu dois acheter ton essence, tu dois payer pour l'autoroute, des choses comme ça. La réparation. La réparation, tout ça, c'est pour ta pomme, donc c'est ta décision privée. C'est vraiment super marchandisé. Quand tu en as fini, tu peux la revendre. Il y a des marchés pour les voitures d'occasion. Alors qu'il y a d'autres modes de transport qui sont partiellement marchandisés. Par exemple, les transports en commun, où si tu es retraité, pour les seniors, pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi, pour plein d'autres catégories, en fait, tu peux avoir des accès à tarifs réduits à ces transports en commun, dont les prix sont fixés politiquement d'ailleurs, si on parle d'infrastructures publiques. Là, on voit c'est partiellement marchandisé. Il faut amener un petit peu de pouvoir d'achat, mais quand même, on limite un petit peu les prix pour faire en sorte que les gens puissent utiliser ces infrastructures, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et si on va à l'autre bout du spectre, on pourrait avoir des choses qui sont complètement démarchandisées. Donc là, on pourrait appeler ça des biens et des services gratuits. C'est l'une des propositions d'ailleurs de la décroissance, de rendre gratuits les transports de proximité, où là, un bien gratuit, en fait, tu n'as pas besoin, ton revenu, tu n'as pas besoin de payer au moment où tu vas accéder aux biens et services. C'est-à-dire qu'il est gratuit, tout le monde peut prendre le bus, et ensuite il est financé de manière politique à travers la taxation. Donc c'est une production économique à part entière, hein, qu'on vient financer de la même manière, mais on fait un choix politique de se dire l'accès de ce bien et service ou service ne devra jamais dépendre du revenu. Donc ça, on voit que dans une économie qui serait beaucoup plus démarchandisée que celle d'aujourd'hui, nous n'aurions besoin de beaucoup moins de pouvoir d'achat pour satisfaire nos besoins. Et donc, on verrait en fait une espèce de déconnexion entre les valeurs d'usage et les valeurs d'échange. Et ça, c'est une belle façon de capturer peut-être le projet de société de la décroissance, qui est de dire que tous les besoins de base liés à l'énergie, à la nourriture, au logement, au transport de proximité, à l'éducation, à la communication, à la justice, toutes ces choses-là, en fait, on devrait les démarchandiser, soit partiellement, soit totalement, pour faire en sorte que tout le monde ait accès aux moyens de pouvoir vivre une vie décente et surtout que ces secteurs ne deviennent pas des moteurs d'accumulation de valeurs d'échange qui, on le sait aujourd'hui, sont une manière d'augmenter les inégalités, de créer de la valeur qui est ensuite
placés dans des activités qui viennent augmenter les pressions environnementales. Donc c'est vraiment le double combo où tu te tires une balle dans le pied social et tu tires une autre balle dans le pied environnemental. Donc la démarchandisation, c'est vraiment un des concepts clés pour comprendre la décroissance. Et là, si on ne l'a pas compris depuis déjà, on voit aussi que c'est le caractère anti-capitaliste, ou même pour être plus précisément anti-commercialiste de la décroissance, de se dire que l'économie, ce n'est pas forcément l'économie monétaire de marché où tout le monde est intéressé, égoïste pour se satisfaire et maximiser son pouvoir d'achat. C'est aussi des mécanismes d'entraide, c'est aussi une organisation à travers la logique des communs, la logique du don. C'est une organisation politique et c'est pour ça, là on retrouve le titre de ma thèse, l'économie politique de la décroissance. C'est une espèce de retour à cette pensée de penser les comportements économiques réenchâssés dans des protocoles sociaux et des valeurs morales. Quand tu dis capitaliste, j'entends capitaliste au sens accumulation du capital, à savoir augmentation des inégalités dues à cette augmentation-là. Ah oui, et même plus fondamentalement, parce que le capitalisme, c'est vrai que en tant que phénomène, c'est un système qui est organisé, architecturé pour maximiser l'accumulation du capital, mais pour faire cela, ça utilise plusieurs institutions. Une dans laquelle qui va nous intéresser, c'est les entreprises à but lucratif, qui est un joli petit moteur à l'accumulation, parce que si tu mets plein d'entreprises à but lucratif sur un marché compétitif où elles se tirent la bourre pour les parts de marché et ceux qui arrivent à dégager plus de bénéfices, et tu viens récompenser collectivement celles qui arrivent à dégager le plus de bénéfices, tu vas voir que macroéconomiquement, ça vient tirer la croissance vers le haut, de la même manière que le consumérisme et la culture tout autour, où on vient définir le statut en fonction du nombre de possessions, va venir forcer les gens à acheter de plus en plus. Tu saupoudres ça de publicité et d'obsolescence programmée et tu as un deuxième moteur à la croissance au niveau de la consommation. Et pareil, si tu as un gouvernement qui fait des politiques de croissance et qui essaye de booster le productivisme des entreprises à but lucratif et le consumérisme des consommateurs qui veulent augmenter leur statut, là, tu as un troisième moteur. Donc, le capitalisme, en fait, si on veut l'étudier, c'est pas juste un esprit ou quoi, c'est une architecture. Et de la même manière qu'aujourd'hui, on se rend compte que le capitalisme est un système qui est très adapté pour faire une chose, accumuler du capital rapidement, sans trop faire attention à ce qui se passe en extérieur de l'économie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une économie comme ça parce qu'on se rend compte que l'économie, elle est venue taper sur les portes du vivant, elle épuise les communautés et elle détériore les écosystèmes. Donc, on a besoin de changer cette architecture pour avoir une économie. Moi, j'aime bien l'appeler une économie de la post-croissance, mais on pourrait aussi dire une économie post-capitaliste, une économie du bien commun, une économie du bien-être, on l'appelle comme on veut, mais ça serait une différente architecture pour une économie qui, au lieu d'accumuler du capital de manière très abstraite, viendrait accumuler, c'est pas le bon mot, mais on va dire optimiser le bien-être de la population. D'accord, c'est intéressant ce que tu viens de dire, et on y reviendra. Peut-être la différence que tu fais entre post-croissance et décroissance, à savoir est-ce que la décroissance est le chemin vers la post-croissance, enfin, c'est peut-être que tu pourras en dire un mot, mais juste pour récapituler, si je comprends bien, en fait la place des entreprises dans une économie en décroissance, c'est quand même des entreprises dont l'objectif est vraiment de résoudre ou de participer à remplir les besoins principaux, enfin les 8 besoins fondamentaux dont on a parlé précédemment, et qui ne s'occupent pas en fait de créer d'autres besoins et qui se concentrent là-dessus en fait. C'est ça. Ouais. Moi, je ne viens pas opposer de dire, bon, les entreprises, c'est un problème aujourd'hui, parce que ça serait, je pense, une thèse difficile à tenir, parce que c'est une entité très abstraite. C'est juste qu'elles n'ont pas la bonne architecture pour leur permettre de résoudre le défi de la transition écologique et sociale qu'on a aujourd'hui. On va dire que leur ADN, la façon dont elles sont organisées et dont elles se sont développées historiquement, ne leur permet pas de faire de la décroissance. Un aspect, j'aime bien en parler, c'est le renoncement. Donc, tu es une entreprise, tu construis plein de trucs, dont des pistes de ski au Moyen-Orient, des parkings. Et là, tu te rends compte que, bon, il y a un budget carbone limité, que tu es l'une des entreprises qui contribue le plus à l'empreinte écologique du pays et qu'il va falloir faire des choix. Tu te rends compte aussi qu'il y a peut-être certaines de tes activités qui sont très intenses écologiquement, créer des parkings, mais qui ne contribuent pas beaucoup au bien-être. Alors qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être aussi intenses ou un petit peu moins, construire des hôpitaux, mais qui contribuent beaucoup au bien-être. Donc là, il va falloir qu'on crée des entreprises qui puissent en pratique renoncer à certaines activités sous la raison que cette activité, en fait, elle va utiliser une grande partie de notre budget carbone sans contribuer beaucoup au bien-être. Et donc là, on va pouvoir, là c'est presque paradoxal, c'est-à-dire
il faut des entreprises qui puissent organiser la non-production. C'est-à-dire prendre des décisions parfois de réduire leur activité et parfois de l'étendre. En fonction de quoi? On l'a dit dès le départ, en fonction des besoins. Donc, on a besoin d'ouvrir la gouvernance des entreprises à une diversité de parties prenantes pour pouvoir mieux évaluer les besoins. On a besoin, on y reviendra, de recentrer ces entreprises sur une raison d'être spécifique. Et là, on revient vraiment à la définition de la décroissance. Je la rappelle ici, réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités tout en améliorant la qualité de vie. Donc là, ce qui est important, c'est décroissance sélective qui cible en priorité les biens et services à haute intensité écologique et à faible teneur en bien-être. Donc, il faut tout de suite se dire que ce n'est pas toutes les entreprises qui sont dans le même bateau. Ce n'est pas toutes les boulangeries du coin qui vont devoir se poser « Oh, ça veut dire quoi pour moi la décroissance ?» Parce que je pense que la plupart des entreprises en France, qui, il faut le rappeler, sont petites, ce sont des petites entreprises avec un employé ou pas beaucoup plus, et sont de manière presque sont orientées autour d'un besoin. La plupart des gens qui travaillent, d'ailleurs, le sens qu'ils voient dans leur travail, très très peu sont « moi je travaille essentiellement pour gagner de l'argent ». Eh bien oui, c'est le sens que j'ai dans ma vie. En fait, c'est l'anormalité du capitaliste aujourd'hui, c'est que nous avons créé des conglomérats d'entreprises, donc les grandes entreprises en France, qui sont tellement énormes qu'elles ont perdu aucun lien, elles ont perdu tous les liens avec les besoins de leurs clients et sont tombées dans une espèce de cercle vicieux où en fait, elles essayent tellement d'augmenter leurs profits, même si elles se rendent compte que tous les besoins sont satisfaits, elles vont à travers la publicité, l'obsolescence programmée, créer des nouveaux besoins qui leur permettent de vendre plus. Et c'est ça, c'est ce cercle vicieux qu'il va falloir arrêter. Donc, je te donne un exemple dans l'automobile. Moi, je ne comprends pas l'émergence du SUV, du 4x4 à Paris. Je pense que, alors, si quelqu'un arrive à me nommer le besoin qui a été satisfait à l'invention et à l'arrivée des SUV dans Paris, qui est récente, alors peut-être qu'ils ont augmenté la taille des trottoirs et ça devenait très difficile de se garer, donc, mais non. Ou peut-être que l'insécurité routière dans Paris a augmenté et qu'il fallait se protéger en construisant les plus grosses voitures. Je n'ai jamais trouvé une raison convaincante. La seule raison, c'est que voilà, ça peut ouvrir des nouveaux marchés. Et maintenant, on se retrouve avec une vente de SUV qui constitue la moitié du parc automobile, et donc un parc automobile qui est plus lourd, qui consomme plus que ce qu'il aurait toutes consommer si on avait par exemple fait le même choix, au lieu d'avoir des SUV à Paris, d'avoir des petites voitures citadines électriques. Donc là, on se rend compte que toutes les entreprises ne sont pas directement concernées par la décroissance, et qu'il va falloir déjà resserrer cette discussion, parce que sinon, c'est très diffus. Là, un chiffre quand même, c'est que 71% des émissions globales se concentrent sur 100 entreprises. Donc là, il faut vraiment aller à la source des choses. La source des choses, c'est pas quand tu es dans ton supermarché et tu décides, tu compares l'empreinte carbone de maïs numéro 1 avec maïs numéro 2. Non, c'est l'entreprise qui va décider de concevoir un marché, enfin de concevoir un produit tel que le SUV qui va créer une tendance sociale d'accélération. C'est l'entreprise qui va décider d'ouvrir un nouveau puits de pétrole. C'est l'entreprise qui décide d'innover pour inventer un nouveau type de chalutier qui va racler les fonds marins et qui est autorisé à le faire. Donc il va falloir vraiment se concentrer sur ces quelques points de friction qui sont aujourd'hui les moteurs de l'exploitation sociale et environnementale. Je reviens un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, que tu as dit brièvement, mais il faut sortir en fait de la logique du profit pour les entreprises. Si je te suis un peu avec toute la conversation qu'on a depuis tout à l'heure, entre la raison d'être, les statuts, la définition de la valeur, les objectifs de société en décroissance, en fait, est-ce qu'il y a encore de la place pour du profit et une recherche de profit, même mix, avec d'autres objectifs pour les entreprises? Alors, oui, mais pas autant qu'on en voit aujourd'hui. Déjà, très clairement, c'est pas possible, tous, de faire des profits de manière permanente sur le long terme. Parce que sinon, ça fait de la croissance. Et ça fait de la croissance, c'est pas, on mesure ça comme de la croissance, mais de manière écologique, on se rend compte aujourd'hui que ça vient tirer sur les ressources naturelles. Donc c'est ça le problème. Après, tu peux avoir sur un marché sain, compétitif, des entreprises qui vont réussir à gagner des parts de marché parce qu'elles sont meilleures que leurs compétiteurs, elles proposent des produits de qualité, et ça c'est très bien. Et il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que le profit de ces entreprises se fait aux dépens d'une part de marché perdue par une autre entreprise, donc là c'est très bien, ça favorise. Donc là c'est comme ça qu'un marché en théorie devrait fonctionner. La différence qu'il faut faire, en fait, le problème c'est pas le profit en lui-même, c'est
le fait que le profit, la lucrativité soit devenu l'objectif des entreprises. Si l'objectif de l'entreprise, c'est d'avoir une raison d'être, qui est un objectif de bien commun, social, écologique ou quoi, et que tu le fais tellement bien que tu arrives à dégager un surplus, bah ça c'est cool. À partir du moment où tu as fait en sorte que ce surplus ne vient pas de l'appropriation de valeurs sociales et écologiques, ça c'est très important. Parce que je pense que théoriquement, si on avait une théorie rigoureuse de la valeur et qu'on passait au crible la production en France, on se rendrait compte qu'une grande majorité de ce qu'on appelle la croissance n'est en fait qu'une transformation d'une valeur sociale ou écologique en valeur monétaire. Je te donne un exemple. Tu prends une forêt, tu la coupes, tu la vends. On appelle ça de la croissance du PIB. Mais en fait, on a perdu énormément de richesses, on a perdu les arbres, les services écosystémiques de la forêt, les services liés à tout le plaisir que les gens prenaient quand ils faisaient leur balade dans la forêt sans payer, donc ça ne participait pas au PIB, et tu as gagné 3 tables Ikea et quelques bénéfices pour une entreprise qui fait des meubles et qui vend du bois. Donc là, pour moi, on s'est appauvri, on a perdu de la richesse. Mais si on a cette espèce de comptabilité en triple capital, j'aime pas le terme, mais si on inclut en fait, à chaque fois qu'on vient créer de la valeur financière, on inclut les véritables coûts de production, ce qui prend en compte aussi les externalités qui ne sont pas des externalités, c'est des coûts de production directs, et que tu arrives quand même à faire un surplus, bon bah c'est bien. Ça veut dire que tu as vraiment créé de la véritable valeur ajoutée. Et ça, c'est top. La deuxième question, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec cette valeur ajoutée? Est-ce que ça vient booster les inégalités, c'est approprié par quelques personnes qui vont ensuite l'investir dans des secteurs indésirables? Ça, c'est aussi un problème. C'est pour ça que dans l'entreprise que j'imagine d'une société post-croissance, la relation qu'elle doit avoir au profit, c'est l'idée d'une lucrativité limitée. C'est-à-dire que les investisseurs peuvent être rémunérés pour leur apport à une manière proportionnelle et limitée, mais que si une entreprise dégage un profit, eh ben, ce profit doit être socialisé. Ça veut dire quoi socialiser? Ça peut vouloir dire être réinvesti dans l'activité de l'entreprise. Ça peut vouloir dire être associé à une fondation qui aussi participe à la satisfaction de la raison d'être de l'entreprise. Donc, encore une fois, on doit utiliser ce surplus pour continuer à satisfaire les besoins qui étaient satisfaits par cette entreprise. Donc là, on voit qu'en fait, le cercle vicieux de l'accumulation monétaire qui crée des inégalités, qui sont réinvestis pour encore créer des inégalités, la plupart du temps dans des secteurs indésirables, qui ne créent pas de richesse, mais qui ne font que transformer une richesse sociale et écologique qui est volée en richesse financière. Là, on transforme ça en cercle vertueux où le surplus qui est généré à travers la création d'une véritable valeur ajoutée, une valeur d'usage, peut être réinvesti dans les endroits où on peut continuer à créer cette valeur d'usage. Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être des taux qui augmentent exponentiellement, parce qu'on se rend compte aussi que la capacité de satisfaire un besoin, vu que les besoins, c'est des seuils de satisfaction, eh ben, les entreprises n'ont pas besoin d'augmenter leur taille de manière infinie, vu qu'on habite dans des pays avec des populations stables en France, elles ont juste besoin de s'adapter à la taille du marché qu'elles viennent servir. Quand ce marché augmente, il faut produire plus. Quand il se passe quelque chose qu'on n'a pas prévu, par exemple la pandémie, eh ben bien sûr, les entreprises qui produisent des masques, il faut produire plus, il faut pouvoir s'agiter économiquement, mais de la même manière, quand on a moins besoin de masques, eh ben on ne va pas commencer à faire de la pub et de l'obsolescence programmée pour continuer l'augmentation des masques. On va juste se dire, bah cool, voilà, maintenant on réduit notre activité sur les masques et on peut utiliser notre outil de production pour faire quelque chose d'autre ou, et là c'est le point essentiel, pour ne pas produire. Ne pas produire, c'est génial. Une fois que tu as réussi à satisfaire un besoin, ça veut dire tu libères du temps de travail qui peut devenir du temps de loisir. Tu aussi te permets de ne plus mobiliser des ressources énergétiques et des matériels. Donc ça veut dire que tu peux faire le choix de laisser la nature se reposer pendant un petit temps. Donc la non-production, c'est une espèce de sieste macroéconomique. Ça doit être aussi quelque chose qui doit faire partie d'une économie moderne qu'on n'a pas aujourd'hui parce que nos économies sont hyper actives. Dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas utilisé, un baril de pétrole ou qu'on n'aurait pas besoin de produire, va être tout de suite réalloué, c'est l'effet rebond quelque part d'autre dans l'économie. Comment est-ce que en fait on structure ça et on cadre ça au niveau juridique pour les entreprises en termes de, on l'a dit, de raison d'être, d'objectifs et aussi au niveau du pilotage? Parce que en fait, ce qui est simple aujourd'hui, quelque part, avec la manière dont fonctionne l'économie et les entreprises, c'est que tout peut être résumé à une valeur monétaire, à un euro, un dollar ou autre. On peut tout transformer. C'est beaucoup plus compliqué de définir des besoins sous une même terminologie ou même en fait des valeurs
créées par des écosystèmes ou des valeurs créées socialement pour les comparer entre elles. Ouais. Alors là, tu as complètement raison de dire que c'est plus compliqué. Mais les business qu'on a aujourd'hui, organisés selon la formule de Milton Friedman, hein, qui disait The social responsibility of business is to increase its profits. So the business of business is business. Ça, c'est en fait une architecture d'entreprise qui est obsolète. Ça, c'est l'équivalent de la massue, quoi. C'est vraiment quelque chose de très primitif. Dans des économies qui sont quand même très subtiles, c'est quelque chose qu'on ne peut plus avoir. Alors, comment l'organiser? Il y a plein de modèles qui existent de par le monde, hein. Tu dois les connaître, mais je vais en citer quelques-uns. La Mission-Driven Companies aux États-Unis, les sociétés à finalité sociale en Suisse, les Community Interest Company en Grande-Bretagne, et la Société coopérative d'intérêt collectif, la SKIC, en France, dans l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est des cadres en fait qui existent déjà, où par exemple, là, je vais parler dans le cas des SKIC en France, tu as une lucrativité limitée, c'est-à-dire que légalement, voilà, tu ne peux pas donner ton surplus, il ne peut pas être approprié de manière individuelle. Mhm. Donc ça, c'est très important parce que ça fait une grosse différence. Ça veut dire que l'entreprise ne peut pas devenir une machine à accumuler de la richesse. Aussi, l'entreprise doit partir d'une raison d'être spécifique. Cette raison d'être et la capacité de l'entreprise à la satisfaire est auditée de manière externe tous les, je ne sais plus, 2 ou 5 ans par un panel divers pour pouvoir avoir cette espèce de gouvernance démocratique, de voir est-ce que c'est du bullshit, cette raison d'être, ou est-ce que vraiment ça a un intérêt au bien commun. Et aussi à travers la gouvernance, de dire que la gouvernance d'une entreprise, c'est-à-dire qui a la propriété de l'entreprise, une SKIC ne peut pas juste être la propriété d'un gestionnaire et ses actionnaires, mais de se dire qu'il faut inclure au moins 2 parties prenantes extérieures à l'entreprise, une coopérative de consommateurs, une ONG, des représentants de la municipalité, des représentants des écosystèmes, des générations futures. On peut vraiment imaginer cette espèce de consortium des parties prenantes d'une entreprise qui viendrait à chaque fois quand on se pose les grandes questions, quoi produire, comment le produire, en quelle quantité, pourquoi, pourrait se dire, voilà, là on se rend compte, dans le territoire, oui, avant on avait peut-être plus besoin de voitures, mais là en fait les gens sont assez contents du nombre de voitures qu'on a, donc peut-être qu'on va renoncer un petit peu à continuer à produire des voitures, par contre on peut produire d'autres trucs, des choses comme ça, on va se réorganiser. Donc là on voit, moi j'aime beaucoup parce qu'à travers la démocratisation des entreprises, en fait on peut stimuler une innovation sociale où les entreprises se mettent au service des besoins réels. Mhm. Alors que si c'était juste le gestionnaire et l'actionnaire, le PDG dirait moi c'est mon plan pour vous en mettre plein les poches, maximiser les profits. Les actionnaires feraient ok, très bien, on fait ça. On ne prendrait pas en compte les conséquences, les externalités, on ne se poserait pas beaucoup de questions, on ne viendrait pas socratiser, on ferait de l'économie vraiment de manuel, bête et méchante, fast and furious, comme on n'a plus le privilège de pouvoir le faire aujourd'hui. Tu en parlais un petit peu tout à l'heure. En fait, c'est organiser les entreprises sous la forme de communs quasiment, où en fait il y a des systèmes je vais pas dire pas contre-pouvoir, mais d'audit, comme tu le disais, pour valider qu'en fait on répond réellement à un besoin, et que finalement ça répond aux limites ou aux obligations qu'on s'est fixées au niveau sociétal. Ouais. Alors, moi, je pense que de la même manière que les entreprises, c'est la molécule primaire du capitalisme, les communs seront la molécule primaire d'une économie post-croissance. C'est-à-dire que la plupart des choses qu'on viendra produire se fera à travers la logique des communs. La logique des communs qui peut être des communs informel, comme je sais pas, un réseau de prêt d'objets entre voisins, Mhm. ça on pourrait pas dire que c'est une entreprise, mais ça produit quelque chose, ça produit le service de se prêter des objets, c'est démonétarisé, c'est démarchandisé, ça s'organise comme tu veux, mais ça crée quand même de la valeur. Moi je pense qu'aujourd'hui on serait quand même assez content si dans toutes les rues, dans tous les quartiers de France, on avait des réseaux de réciprocité et la confiance qui nous permettrait d'emprunter une machine à raclette, une échelle et une perceuse quand on en a besoin. Imagine le bien-être qu'on viendrait créer grâce à ça. Ça ne contribuerait pas au PIB. D'ailleurs, ça viendrait faire baisser le PIB. Ça serait récessif. Mhm. Et pourtant, ça viendrait augmenter le bien-être. Là, on a vraiment l'idée de la décroissance et de l'architecture Et économique. comment, alors juste, je t'interromps parce que je pense qu'il y a une question qui vient directement en tête quand on dit ça, c'est ok, super, mais à partir de là, si les entreprises
finalement ne cherchent pas à faire du profit, ils sont uniquement sur des objectifs de bien-être, de réponse à des vraies problématiques sociétales et ou aux objectifs qu'on s'est fixés ensemble et concertés. Mais comment est-ce qu'on fixe des salaires pour que les gens puissent vivre? Bah, aujourd'hui, on a une fixation des salaires qui se fait sur ce qu'on appelle le marché de l'emploi. Si on s'est rendu compte d'un truc pendant la pandémie, c'est que le marché de l'emploi fixe des salaires qui ne sont pas du tout liés à la création des valeurs d'usage. Donc, d'un côté, tu as des médecins, personnels hospitaliers, des infirmières qui sont payés presque rien et que s'ils arrêtaient de travailler, eh ben on mourrait tous. Et d'un autre côté, tu as des gens qui sont payés pour pousser un ballon sur de la pelouse énormément. Donc là, on se rend compte déjà aujourd'hui qu'on a une manière qu'un anthropologue du futur ou un anthropologue extraterrestre qui arriverait en France et on essaierait de lui expliquer que le capitalisme vient de donner de la valeur aux choses utiles et montrerait la rémunération des Instagrammeurs et des joueurs de foot. Et là, l'anthropologue extraterrestre, il dirait quand même vous avez merdé un petit peu là. En fait, ça veut rien dire votre truc. Donc là, déjà, il faut se dire qu'on doit avoir des minima économique. Moi, j'aime beaucoup cette idée de Frédéric Lordon de la garantie économique générale. Il reprend un projet qui s'appelle le salaire à vie de Bernard Friot, de se dire que quoi qu'on fasse, on ne devrait jamais tomber en deçà d'un pouvoir d'achat ou d'un pouvoir de vivre qui te permette de vivre une vie décente. Dans un pays comme la France, où nous produisons un surplus national de 40%, le surplus national, c'est la différence entre le revenu national et le revenu dont tu aurais besoin pour satisfaire tous les besoins de la population. D'accord. Et donc, on a 42% de surplus. C'est-à-dire que la pauvreté en France n'est plus un problème de production, c'est un problème d'allocation. Donc déjà, il faut se poser la question là. Donc on a largement les moyens que personne ne tombe en dessous de ces minima sociaux. Ensuite, il faut fixer les salaires de manière politique. Moi, je te donne un exemple. On a instauré un salaire minimum qui aujourd'hui, bon, la plupart des gens, sauf certains économistes, pensent que c'est une bonne chose. Et ben moi, je pense que dans quelques décennies, on aura aussi un salaire maximum. On se sera rendu compte qu'en fait, les inégalités sont tellement problématiques que c'est normal, et d'ailleurs c'est déjà le cas dans l'économie sociale et solidaire et dans certaines coopératives, qu'on ait un salaire maximum légal fixé en ratio du salaire minimum à 10 fois par exemple, ou 7 fois ou 5 fois le SMIC. Et ça paraît complètement normal. Donc là, on a une fixation politique des salaires, ou encore on peut avoir une fluctuation. C'est pas le problème, la fluctuation, de dire, bon voilà, si tu fais des choses bien, tu peux être valorisé au sein de ton entreprise et au sein de ton secteur en fonction de tes compétences, mais c'est de dire que personne ne devrait être valorisé au niveau de Jeff Bezos. Est-ce que Jeff Bezos est des millions de fois plus productif qu'une infirmière qui a travaillé pendant toute la pandémie? Non, je ne pense pas. Là, on arrive vraiment à des mesures complètes. Donc la fixation des salaires va devenir politique. Et non, je reviens sur ce que tu disais auparavant sur finalement le salaire à vie ou même en fait, enfin, je sais pas si c'est en lien parce que je connais pas exactement le concept de Friot et de Lordon, mais avec ce qui serait un revenu minimum, mais qui en fait viendrait finalement permettre une émancipation des individus dans le cadre en fait d'un travail marchand et permettre du coup en fait de développer beaucoup plus tout ce qui est de l'ordre du commun. On parlait de la location et du prêt entre voisins. Bah, tu n'as plus besoin d'essayer de vendre en fait ta perceuse parce que tu n'as plus besoin de penser à un minimum de revenus pour satisfaire tes besoins primaires. Ah, exactement, c'est ça en fait. Pour pouvoir se protéger en fait des incitations financières, il faut pouvoir être sûr d'avoir un logement où tu n'es pas un loyer de fou. Il faut être sûr de pouvoir te déplacer et d'avoir accès à des frais de santé et d'éducation sans avoir à payer voilà, des sommes faramineuses, parce que sinon tu deviens esclave du marché et tu dois toi-même devenir capitaliste malgré toi. Et là, moi, il y a une proposition que j'aime beaucoup de mon collègue et ami Vincent Liéget. Il a appelé ça la dotation inconditionnelle d'autonomie. Donc c'est un petit peu un revenu de base, mais revisité façon décroissance, où en fait on imagine que chaque individu devrait être doté de certains moyens de satisfaire ses besoins. Alors ça peut être dans une économie capitaliste à travers recevoir un espèce de revenu minimum en euros, mais aussi on peut imaginer la gratuité de certains biens, comme les transports de proximité, et ça, bon, c'est pas seulement
une question de justice sociale aujourd'hui. On peut le faire et ça nous permettrait d'éradiquer la pauvreté, de réduire les inégalités, d'augmenter le bien-être, donc on devrait le faire. Mais ça nous permet aussi d'investir dans notre capacité à innover et à transformer l'économie. Et ça, c'est précisément ce que tu as dit, c'est mon point préféré. De se dire qu'une fois, par exemple, que tu n'as pas besoin d'avoir 2 boulots et de travailler toute la semaine pour pouvoir te permettre d'acheter la voiture et son assurance, pour pouvoir te permettre des frais dentaires exorbitants, pour pouvoir te permettre d'habiter à Paris avec des prix des loyers exorbitants, des choses comme ça, et ben, tu vas libérer énormément de temps. Qu'est-ce que tu vas faire avec ce temps? Alors, un économiste qui mesure la richesse à travers le PIB, tu dirais, bah, c'est gâché et tout, parce que tout ça, ça peut augmenter le PIB. Mais un économiste écologique ou féministe te dirait, bah non, ce temps, il va être investi à discuter avec tes voisins, donc à augmenter la confiance qui te permet de créer des réseaux de réciprocité. Ça va satisfaire des besoins, il va te permettre d'éduquer tes enfants, il va te permettre de t'instruire, éducation, d'augmenter en compétences, il va te permettre de faire du bénévolat, il va te permettre de faire plein de trucs, il va te permettre de participer à la reconstruction écologique, de créer énormément de richesses sociales et écologiques. Donc là, on a vraiment le projet de la décroissance. Et pourquoi ça peut augmenter le bien-être? Parce qu'on vient récupérer une partie des heures et des efforts qu'on donne aujourd'hui dans la sphère marchande pour les réallouer dans la sphère sociale et écologique et aussi dans la non-production. Et là, je me permets de dire ça quand même, qu'il ne faut pas oublier que le but d'une économie et le but de l'entreprise, c'est de rendre la production plus efficiente. C'est-à-dire qu'on s'organise collectivement, on s'organise pour mieux satisfaire les besoins qu'on les aurait organisés si on était tout seul. Ok? Donc, si ça c'est vrai, et pour l'instant, bon courage pour montrer que c'est faux. Si ça c'est vrai, ça veut dire qu'une performance économique, ça serait de réduire le temps de travail. C'est-à-dire qu'on s'organise collectivement, comme ça on a moins travaillé pour satisfaire nos besoins, et on a plus de temps libre pour faire toutes les autres choses qui sont beaucoup plus importantes que de fabriquer des trucs dans l'économie. Mais ça aujourd'hui on l'a complètement oublié, parce que si le but c'est la croissance, eh ben, c'est la croissance du PIB, donc c'est la croissance de l'activation, donc c'est la croissance de la mobilisation de l'énergie et du temps de travail pour produire des marchandises, et on en oublie complètement que l'objectif premier d'une économie et d'une entreprise, c'est de minimiser le temps de travail. Une fois que les besoins sont satisfaits, c'est de travailler de moins en moins et de manière la plus efficace. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, et je pense que c'est assez clair en fait, en termes de la place des entreprises dans une économie en décroissance ou en post-croissance, en termes de gouvernance, de propriété, de raison d'être, d'objectifs. Alors on n'a pas trop parlé de pilotage, mais j'aimerais revenir un peu sur 2 points. Le premier, c'est le financement. C'est comment est-ce qu'on finance ce genre d'entreprise auprès de qui? Parce qu'aujourd'hui, alors on le voit hein, avec le phénomène startup, c'est on va avoir des fonds d'investissement ou des banques pour lever plusieurs millions d'euros et lancer un projet à plusieurs, souvent un projet privé avec un objectif qui est une rentabilité financière derrière. Comment est-ce qu'on change ça? Comment est-ce qu'on se finance du coup dans une économie en décroissance? Par quel levier? Et ensuite, j'aimerais aborder un point aussi important, c'est comment est-ce qu'on fait pivoter justement les 100 entreprises dont tu nous parlais qui représentent 71% en fait de l'impact environnemental. Ok. Bon, on commence avec la question du financement, c'est pas une question facile. Attends, je commence par où là? Ok. Déjà, ok. Comparons. Là, on va faire un petit peu d'économie théorique, mais parce que ça va nous aider plus tard. Comparons comment est-ce qu'une entreprise privée va se financer sur le marché versus une entreprise publique ou l'État. Imagine un hôpital public. L'entreprise privée, comme tu as dit, elle va devoir trouver des fonds, elle va devoir convaincre des gens de leur donner de l'argent. Elle va utiliser cet argent pour payer des machines, des travailleurs, des salariés, des choses comme ça. Elle va produire un truc. Les consommateurs vont acheter les produits et ensuite, on va utiliser une partie du profit pour rémunérer les investisseurs. D'accord? Très bien. Une entreprise publique, elle va faire la même chose. Elle doit aussi payer des travailleurs, des trucs comme ça. Mais la différence, c'est que une entreprise, imagine, publique qui vend un bien de santé gratuit. Pareil, doit mobiliser des fonds pour payer les médecins, acheter des seringues, acheter de l'électricité de l'hôpital, des choses comme ça, qui vont ensuite qui vont ensuite donner un service qui crée de la valeur vu qu'il y a des gens qui en ont besoin. Et ensuite, la seule différence, en fait, c'est que l'hôpital public se finance
à travers la taxation. Donc c'est en gros, au lieu que ça soit juste les personnes qui bénéficient du service qui le payent, c'est dilué au sein de toute la population. Donc on va dire que c'est un financement politique, alors que l'autre c'est vraiment un financement privé. Là, on a un petit peu les deux côtés du spectre. Donc déjà, quand on se pose la question de oui, comment on va faire, où trouver l'argent, il faut se dire qu'on n'a pas forcément à convaincre les gens qui ont de l'argent de le donner. Mhm. C'est pas comme ça. C'est quand tu viens créer de la valeur dans les services publics, tu viens créer de la valeur en termes de valeur d'usage. Donc il y a un surplus. C'est pas juste une charge. Mhm. On ne paye pas des taxes, des impôts juste pour voilà, c'est pas une charge sur. Non, c'est comme de la même manière que les investisseurs sont rémunérés par toucher une partie du profit. Et nous on touche une partie de la qualité des services de santé. Et donc là, on peut se dire, bon voilà, il y a plein de modèles hybrides. Moi, je t'en donne un. Par exemple, tu es un village Mhm. et tu veux passer aux énergies renouvelables. Tu veux te construire une ferme solaire, petit village. Tu n'as pas d'argent. Alors là, tu es un petit peu coincé parce que tu n'es pas le gouvernement. Tu ne peux pas dire, bon bah voilà, on va taxer tout le monde pour pouvoir diluer la dépense parce que c'est un tout petit village. Peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes à taxer. Mais aussi, tu n'es pas une entreprise privée. Donc tu ne peux pas aller demander à un business angel je sais pas, de te faire un chèque ou tu ne peux pas aller en bourse. Et on se rend compte qu'il y a d'autres façons hybrides. Je t'en donne une, par exemple, où tu te dis, je vais créer une monnaie locale Mhm. basée, dénominée en kilowatts. Ok. Donc, ce que tu fais en fait, c'est que tu te dis, nous, on va créer une infrastructure qui, sur le très long terme, va créer énormément de valeur d'usage. Mhm. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser de l'argent, c'est-à-dire que l'argent que les gens auraient payé peut-être sur 10 ans pour consommer leur énergie, on va le mobiliser aujourd'hui pour construire l'infrastructure. Les gens, on va leur donner des coupons, donc une monnaie complémentaire locale dénominée en kilowatts, qui pourront utiliser ensuite pour payer leur Mhm. électricité. Et là, en fait, on se rend compte à travers cette chose qui est déjà arrivée dans plein de villages, qu'il y a plein d'agencements pour repenser le financement au-delà de la seule valeur financière. Mhm. C'est-à-dire se dire qu'il peut y avoir des valeurs sociales. Alors là, j'ai parlé d'une valeur écologique, donc une monnaie dénominée en kilowatts, mais ça pourrait être aussi une valeur organisée à travers une banque de temps. Mhm. On vient mobiliser de la monnaie aujourd'hui qui va être investie dans la construction d'un système social qui va ensuite donner beaucoup de valeur d'usage en termes de satisfaction de service. Et donc là aussi, on peut s'y retrouver. Donc aujourd'hui, il faut penser le financement en fait de manière beaucoup plus générale. On peut, on peut ramener la logique en triple capital avec voilà, le social, le financier et l'écologique. Et bon, là, c'est la question, c'est la réponse facile, théorique. Après, tu vas me dire, bien sûr, oui, mais c'est vachement dur parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie avec beaucoup d'inégalités où une énorme partie de la valeur, depuis des décennies, depuis l'avènement du néolibéralisme dans les années 80, a été capturée par une élite. Et donc aujourd'hui, c'est l'élite qui décide d'investir ou pas. Les gens dans le village ont tellement pas de thunes que même si tu récoltes tout, il n'y a pas assez pour te construire une infrastructure. Et là, on retombe dans une impasse qui ne peut être résolue qu'avec une réduction des inégalités. Mhm. Et ça, c'est quelque chose, quand on lit la littérature décroissante, c'est clair et net. La première des décroissances doit être celle des inégalités. Moi, je connecte avec Thomas Piketty et son socialisme participatif et ses taxes sur la richesse. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas faire face à l'urgence climatique et s'engager dans une transition écologique de manière socialement juste si on ne vient pas réduire les inégalités. Donc, quand on parle de financement aujourd'hui, il ne faut pas parler comment est-ce qu'on rend ces projets sexy pour les riches, pour leur donner une incitation à investir. Il faut parler d'expropriation, de mobilisation d'une richesse qui a été appropriée de manière injuste. Là, on peut faire un petit peu de philosophie morale pour le démontrer. Mais de la même manière que quand tu payes tes impôts, il y a une partie de ta richesse qui est appropriée par le collectif. Et bien aujourd'hui, il va falloir qu'on fasse ça de manière beaucoup plus agressive et beaucoup plus sélective sur ceux qui, pour l'instant, ont été les gagnants du capitalisme et qui ont causé justement un nombre extraordinaire de perdants chez les humains, et pas seulement. Ok, mais c'est hyper clair et effectivement, euh, ça, ça permet de mieux comprendre les préalables justement au changement de ces modèles de financement, parce que je vais te lancer après sur des modèles de crowd equity ou crowdfunding, mais où on est encore une fois sur ces logiques de profitabilité et de gains financiers sur ces investissements et qui du coup sont encore déconnectés de ce qu'on disait auparavant. Hum, L'heure tourne et je voudrais
peut-être terminer cette discussion avec ma question sur la transformation des entreprises existantes, où en gros, comme tu l'as un petit peu abordé, aujourd'hui on est dans une société qui n'est pas du tout une société en décroissance, ou en tout cas on peut en voir des bribes ici et là, mais c'est pas le modèle dominant. Comment est-ce qu'on transforme les entreprises existantes pour justement aller vers ce chemin de... Ok. Bon, alors là, vu qu'on finit, on va se permettre d'être un petit peu radical et vraiment d'annoncer le plan. Donc là, bon, le but, très clairement, c'est que toutes les entreprises en France se retrouvent à peu près organisées comme des SKIC. Donc, ce qu'il va falloir faire, en fait, l'obstacle principal, le caillou dans notre chaussure, c'est les 200, 300 entreprises en France, les grandes entreprises, qui ont des monopoles, qui ont du pouvoir, qui sont aujourd'hui, en fait, structurellement trop grosses pour pouvoir être organisées en petites coopératives démocratiques, avec une raison d'être concrète, localisée, tout ça. Donc, il va falloir aller taper à la porte de ces entreprises et les couper en morceaux. Alors là, je rigole même pas, c'est exactement ça. Pense par exemple aux banques. Mhm. Donc les banques aujourd'hui, c'est des conglomérats bancaires qui ont atteint des tailles énormes qui font que les décisions qu'elles prennent peuvent créer des risques systémiques. Hashtag 2008, la crise financière, c'est exactement ça. Bernie Sanders, le sénateur américain, en 2018, qu'est-ce qu'il propose? De limiter la taille d'une banque à 3% du PIB. Pour dire, voilà, les banques ne devraient pas être too big to fail. Ce qui est, 3% du PIB, ça paraît beaucoup, mais ça voudrait dire quand même que les 6 plus grandes banques américaines, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup, tout ça, Wells Fargo, auraient dû se scinder en plus petites entités. Donc ça, c'est la première chose aujourd'hui. Et c'est pas seulement pour les banques. Si tu regardes un peu les conglomérats agricoles, Archer, Daniels Midland, Bunge et Cargill, c'est 4 entreprises qui représentent 90% de l'échange des céréales. Si tu regardes les marchés des semences, c'est pareil. 3 entreprises contrôlent 60% du marché. Pour les pesticides, c'est 4 entreprises qui contrôlent 84%. Donc là, on se retrouve avec des gros monopoles. Ce qu'il faut faire, c'est aller voir les entreprises et les couper en morceaux, en plus petites entités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une fois que cette taille, qu'est-ce qu'elle va permettre, cette taille? Déjà, de retrouver cette espèce de situation idyllique de compétition saine sur des marchés. Ça, même un économiste néoclassique serait en accord. Donc, il faut lutter contre les monopoles et les méga-entreprises. Ensuite, ça permettrait aussi, si tu as des plus petites entités, d'avoir une autogestion plus horizontale, parce que on a parlé de la gouvernance multipartie prenante un petit peu à la SKIC. Mais tu ne peux pas faire ça dans une entreprise où tu as des milliers et des milliers de salariés et où tu as aussi des chaînes de valeur qui sont globales. Parce que va identifier les besoins des gens que tu représentes. C'est plus possible. Donc, il faut réancrer les entreprises dans des territoires. Ça, c'est une partie de la relocalisation qui est nécessaire pour l'urgence écologique. Mais là, on voit qu'il va de pair avec la démocratisation des décisions économiques. Et donc là, moi, cette histoire de taille, on l'a vu, c'est le troisième caractéristique. Il faut d'abord parler de la relation au profit, ensuite il faut parler de la gouvernance, mais après on se rend compte que la taille des entreprises devient très importante et surtout l'obstacle, c'est les entreprises qui sont trop grosses. Après, si ta question très précisément, c'est comment est-ce qu'on va faire à partir d'ici pour le faire, ça devient une question politique compliquée. Il y a plusieurs outils. Déjà aujourd'hui, si on veut changer la relation au profit, on a quelque chose qui s'appelle la taxe sur les bénéfices. On pourrait se permettre, qui est un petit peu sacro-sainte aujourd'hui. On ne touche pas aux bénéfices des entreprises parce qu'on prend l'hypothèse que c'est les entreprises qui créent de la valeur. Mais si on part de l'hypothèse que une grande partie de cette valeur est en fait une destruction de valeurs sociales et écologiques appropriées par quelques individus qui fait augmenter les inégalités et fait descendre le bien-être collectif, c'est quelque chose qu'il faut taxer. C'était néfaste. Donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on ait un impôt sélectif sur les bénéfices, surtout dans les secteurs où il y a des hauts taux de bénéfices qui sont destructeurs socialement et écologiquement. Et de la même manière, il faut qu'on réduise la taxe sur les bénéfices dans des secteurs qu'on voudrait stimuler. Donc les SKIC qui travaillent sur la reconstruction écologique, ça n'a pas beaucoup de sens de venir taxer une grosse partie de leurs bénéfices parce que là, on se rend compte justement, elles viennent réparer, elles créent de la véritable valeur ajoutée et donc on veut les encourager. Une autre façon de les encourager, c'est à travers les commandes publiques. Donc là, dans une économie comme la France, qui est une économie mixte, où il y a quand même le gouvernement qui a la main sur un certain nombre de secteurs,
eh ben, il faut faire en sorte que dès qu'on fait une commande publique, on laisse entrer une entreprise privée, ben on lui dit attends, t'es une entreprise à lucrativité limitée, t'es une SCIC, t'es une coopérative. Si t'as pas une raison d'être, un truc comme ça, nous on te laisse pas faire le truc. Et on va laisser faire la compétition des entreprises qui auront des valeurs et qui seront organisées de manière plus juste et soutenable. Donc on peut faire ça. On peut, et là c'est le point peut-être le plus controversé, je vais finir là-dessus, comme ça peut laisser les auditeurs et auditrices sur une petite pépite de rébellion. Qu'est-ce qu'on fait en fait des grandes entreprises aujourd'hui qui ont été appropriées par des individus, qui sont maintenant les propriétaires de toutes ces entreprises, et donc les personnes qui contrôlent ces entreprises, il va falloir socialiser cette propriété. Je dis socialiser pour éviter de dire nationaliser, parce que c'est pas une histoire juste de nationaliser à style Union soviétique pour avoir des grands conglomérats bureaucratiques publics. Non, le but plutôt on va dire dans la tradition anarchiste de la décroissance, où on va viser une décentralisation de l'économie, une relocalisation de l'économie, c'est de dire des grands groupes, on les nationalise pour ensuite les socialiser. Je te donne un exemple. Si aujourd'hui on décide qu'il y a des banques en France qui sont trop grosses, on demande de les scinder, mais bien sûr, on ne va pas les scinder et faire en sorte qu'ensuite le conglomérat garde la propriété sur toutes les banques et continue à s'en mettre plein les poches alors que leur activité est devenue une activité d'intérêt public. Non, on va faire en sorte justement de dire, non, maintenant une partie de ces banques vont devenir des coopératives bancaires qui vont avoir une propriété multi parties prenantes où voilà, les personnes qui avaient la propriété de ces entreprises vont voir leur contrôle se diluer. Et là, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a plein de façons de diluer un petit peu la propriété des entreprises. Mais sur le long terme, il va falloir faire ça jusqu'à ce qu'on atteigne en fait un point où on puisse avoir cette gouvernance adaptive, innovative, démocratique, locale, quitte à continuer à organiser des secteurs, tu vois, en mode de fédération. Mais là, pour l'instant, on est plus sur la première tâche qui doit être de faire descendre ces gros monopoles qui aujourd'hui sont les principaux moteurs de cette croissance qu'on essaye de limiter. Timothée, je te remercie beaucoup pour cette discussion. C'était bien dense, mais Oui. hyper éclairant. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Eh ben écoute, non, moi j'ai trouvé ça non, très, très, très agréable et c'est une question palpitante. J'invite les gens qui voudraient en savoir plus. Maintenant, il y a environ 16 articles dans la littérature anglaise sur le lien entre décroissance et entreprise, où il y a maintenant voilà, des cas d'études, où des gens sont allés étudier un petit peu des entreprises qui essayent de mettre en pratique les idées de la décroissance, des gens qui ont construit des modèles d'entreprise, des cadres théoriques. Et donc, c'est une littérature qui est foisonnante. Donc, allez voir si vous voulez sur mon site timothéparic.com, dans la liste des articles sur la décroissance, j'ai un petit onglet business où je garde un inventaire de ces articles. Ah bah, génial, je vais aller y faire un tour aussi. Je te remercie et à très bientôt. Bonne journée.